messieurs. Merci de m'avoir invité à venir témoigner. Enfin, je ne sais pas pourquoi on m'invite d'ailleurs. C'est toujours un honneur d'être invité, donc je suis honoré, quoi. Bon, la commande qui est passée, c'est simplement de venir avec vous pour continuer à creuser le sillon de la foi dans l'homme, quoi. C'est un petit peu ça, continuer un petit peu à labourer ce territoire-là, où peut-être qu'on peut entreprendre différemment, etc. Donc, je suis un peu ému aussi parce que j'ai un collègue UNEA, donc c'est aussi un bout de mes racines. Hein. J'entends aussi réseau entreprendre, et réseau entreprendre, c'est aussi un bout de mes racines, parce qu'avec André Mullier, on a cheminé ensemble dans les années 95-96 pour la création de ce réseau. Donc, quelque part, il est venu aussi chercher en Bretagne quelques réalisations. Donc aussi, je suis un peu... oui. Qu'est-ce que je vais être vieux maintenant? Parce que ouais, c'est vrai que les choses avancent. Voilà. Donc, le témoignage que je vais vous apporter, simplement, c'est un témoignage qui n'a pas d'intérêt, simplement qui est un parcours de vie qu'on m'a demandé de vous présenter. Donc, c'est mon parcours de vie, mais ma vie ne m'a jamais passionné. Je suis dedans et je n'ai pas goûté à d'autres vies, donc celle-ci m'intéresse, mais comme la vôtre aussi est intéressante. Mais, alors, cette vie-là, elle est particulière parce qu'il semblerait qu'elle est atypique. En fait, bon, je suis né en Bretagne, dans le bout de la Bretagne, et après le lycée, j'étais à Oyonnax, qui est un peu la Mecque des matières plastiques. Et puis, après la Mecque des matières plastiques, j'ai quitté parce que ma sœur est décédée. Un accident de vie, et elle était enseignante, donc je suis parti vers les sciences molles. Donc je suis parti comme éducateur. J'étais éducateur de rue, donc à Tours, auprès de délinquants, pendant 6 ou 7 ans. Et puis, ce parcours-là s'est terminé aussi par une maladie qui m'a arrêté pendant 1 an. Et avec mon épouse et nos enfants, nous avions 3 enfants, on s'est posé beaucoup de questions sur la vie. Est-ce que la vie... parce que quand on est bousculé par une maladie qui, comme beaucoup d'entre elles, est mortelle, on se dit qu'est-ce qu'on fait demain, quoi, si on s'en sort, quoi. Et avec mon épouse, on s'est dit, ce qu'on pourrait faire, c'est quelque chose qui est utile, quoi. Utile à l'autre. Et là, on s'est posé des questions, c'est quoi être utile à l'autre? Ces questions-là posées en 1974, c'était donc se dire l'utilité pourrait être dans la création de liens sociaux pour des gens qui n'en ont pas, ou très peu. Les personnes handicapées, les personnes qui sortaient de prison. Quand tu sors de prison, tu sors avec un bout de carton, 3-4 affaires, et puis personne t'attend à la sortie de la prison, derrière la grande porte. Tes amis, oui, sur l'intérieur, quoi. Ta famille t'attend pas, en général, et tes anciens copains t'attendent pas non plus, donc tu sors, t'es un peu dans la merde, quoi. Quand tu es handicapé, c'est pareil, tu es un peu exclu de beaucoup de choses, soit pour le sport, à l'école, dans la vie, même dans la famille, le handicap exclut un petit peu. Et pourtant, la nourriture de l'homme, c'est le lien social. On ne peut pas vivre sans lien social. Et aujourd'hui, moi je m'en doutais pas, mais vous en avez la preuve tous les jours, qui n'a pas dans sa poche un téléphone portable? Tout le monde en a. Tout le monde a téléphoné tout à l'heure, tu es où, quel temps fait-il, t'as fait quoi, t'as vu qui, etc., etc. Enfin, des questions complètement bêtes qu'on pose tous les jours. Ça fait fonctionner les télécoms, c'est un budget important, et ça ne sert sinon qu'à rassurer, quoi. En fin de compte, on peut exister, mais on existe bien lorsqu'on est dans le lien, dans le réseau, quoi. Et pour une personne qui a un handicap, c'est très difficile. Parce qu'elle n'est pas dans le réseau. Et comment elle n'a pas demandé à naître. Je ne sais pas si vous-même avez demandé à naître. Moi, je n'ai pas demandé à naître. Moi, je suis vivant, mais je n'ai pas passé une commande à tes parents. Je voudrais naître plutôt en Bretagne, au Mali, en Inde, en Chine. Non, et je suis né, basta, et je suis avec. Je suis avec, comme vous. Ouais. Tu n'as pas demandé à naître, tu veux vivre, tu vis ta vie. Quand tu nais à poil.
tout nu, et tu cries. Et quand tu meurs, il paraît que c'est pareil, c'est simplement un linceul qui t'entoure, et puis t'as encore un poil. Quoi. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi durant la vie, les gens, ils s'en foutent de ça? Ils s'en foutent de ça. Ils veulent quoi? Ils veulent absolument, eux, avoir plein de choses, quoi. Paraître. Je dis pourquoi? Ça ne sert à rien quand tu meurs. Ce que tu as ne sert à rien. Il ne va pas te suivre non plus dans le corbillard. Et là, on s'est posé la question avec mon épouse, notre vie, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a dit, on va faire une vie qui va créer du lien pour les personnes en difficulté. On a fait ça, et on a créé la sauce avec un copain et mon épouse. On l'a créé, et on s'est dit, on va embaucher 3-4 personnes en difficulté, sortant de prison, ou ayant un handicap, et puis on va créer une petite boîte, quoi, un petit bout d'artisanat, quelque part, je sais pas quoi. Enfin, on fait ça, et puis on va vivre notre vie, on va tenter de... Oui, et puis si les gens, au bout de 3 ans, 4 ans, s'intègrent bien, on pourra aller passer à d'autres patrons de boîte, et puis on en prendra d'autres, et puis ainsi, on aura fait une vie sympa, une vie sympa en ayant créé de l'emploi, parce que je pense que le lieu du lien, en dehors de la famille, le vrai lieu du lien, c'est l'emploi, c'est l'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu aussi miraculeux que l'entreprise. Pourquoi? Simplement, lorsque tu n'as pas demandé à naître, tu vis, tu es dépendant un petit peu de tes parents, et après ça, tu voles tes propres ailes, et tu veux aussi avoir des enfants. Et il faut donc que tu puisses, par ta valeur ajoutée, que tu puisses faire vivre tout le monde. Et ça, l'entreprise, par un lien riche et fécond, peut amener à chacun à avoir de l'argent. C'est pas un lien, c'est un lien où tu donnes ta valeur ajoutée importante. Que tu sois handicapé, que tu aies fait 15 ans de tôle, c'est pareil. C'est utile, c'est important. Donc on s'est dit, on va faire ça. C'est décidé. Le 22 septembre de 1975, on a décidé cela. On a démarré l'entreprise avec 3 personnes. On a fait la saisie de données pour chez Yves Rocher, et comme on n'avait pas un sou le 20 du mois, le frigo était vide à la maison, donc ce que fait Yves Rocher, ils ont dit, quand vous êtes sympa, votre projet est sympa, on vous paiera tous les jours. Donc on a été payé tous les jours, on avait un chèque, mon épouse allait prendre le chèque tous les jours. Et puis en arrivant à la boîte, nous on attendait avec mes 3 collègues, attends, combien elle va ramener aujourd'hui? Et on mesurait combien ça coûtait aujourd'hui. Et elle ramenait plus que ça avait coûté. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'apéro. Ça a commencé par une histoire d'apéro comme cela, jusqu'à ce que le médecin du travail nous a dit, tout ce qui est binaire, c'est peut-être pas bien de payer l'apéro tous les soirs. Moi, je dis c'est quand même bien de fêter la victoire tous les soirs, parce que c'est encore un jour de gagner, un jour on a un salaire, quoi. Donc on a déplacé l'apéro dans le café d'à côté. Le médecin du travail m'a dit, ça non plus c'est pas bien. En plus, éducateur. T'imagines un peu, quoi, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. On a continué ça, et puis après ça, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. J'ai fonctionné comme vous, travaillant tout le temps, le samedi, le dimanche, tout le temps. Parce que c'était un jeu, quoi. C'est pas un travail, t'es dedans, quoi. T'es dedans tous les matins, t'es dedans tous les soirs, t'es dedans tout le temps. Quoi. Mais tu t'amuses, c'est rien de tout ça, quoi. Et puis, un jour, on m'a dit, mais Jean-Michel, il faut que tu en parles, parce que ton parcours est particulier. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, quand j'ai quitté, on était à 800 salariés. Quoi. On était à 800, 450 personnes handicapées, où les gens avaient un parcours derrière les murs. Et on avait un fonctionnement qui était atypique, disaient les gens. Les gens venaient nous voir. Et encore aujourd'hui, à Bretagne Atelier, Daniel reçoit encore, elle demande si vous voulez visiter votre atelier, vous pouvez le faire, mais je crois que les prochaines visites possibles, c'est au mois de mai. Il y a des files d'attente pour venir voir Bretagne Atelier. On a 800 salariés, il y a 750 actuellement avec le pépin économique qu'on a pu connaître, aussi avec la crise. On a cette usine, on travaille pour l'automobile, on prenait une voiture Citroën, vous avez obligatoirement, quand vous démarrez la voiture, c'est Bretagne Atelier qui va faire démarrer. La puissance électrique, c'est chez nous. Je pourrais vous dire tout les qu'on fait, 50% pour l'automobile, 50% pour des biens d'équipement. Et on résiste.
Ouest France, un journal local, disait ceci il y a 3 semaines environ. Dans l'ouest de la France, il y avait en 1980 800 fournisseurs automobiles. 800 entreprises qui vivaient d'automobiles. Il n'y en a plus que 5 aujourd'hui, dont Bretagne Atelier. Donc on a résisté au rouleau compresseur qui a fait disparaître 795 boîtes. Et je pense que la prochaine, c'est encore pas nous. Pourquoi c'est pas nous? Ah oui, c'est tout simple. C'est lié au handicap. C'est lié à la leçon qu'on a apprise le 22 septembre 1975. Imaginons que vous soyez un client classique. Et on vous dit, une personne handicapée fait un travail, vous fait du pain et boulanger. Vous achetez chez elle parce qu'elle est handicapée. C'est quand même sympa de faire travailler les handicapés. Vous ne trouvez pas que c'est sympa? Donc vous allez prendre du pain chez elle. Je dis, mais nous on s'en fout de ça. Nous on veut qu'on vienne chez nous parce que le pain est meilleur chez nous. Il est meilleur, le sourire est plus grand, parce qu'on a une qualité exceptionnelle. Donc c'est pour ça qu'on vient chez nous. Je dis à mes collègues, jamais je veux qu'on vienne chez nous parce qu'on a fait de la tôle ou parce qu'on a des handicap. On vient chez nous parce que la qualité est meilleure. Donc on est obligé de faire une qualité supérieure pour s'en tirer. Autrement, les gens viendront chez vous par un sentiment comme cela, une belle gentillesse à l'égard des personnes handicapées. Et ça, c'est pas digne, quoi. J'aime pas ça. Je hais cela. Moi, je pense que l'homme égale l'homme, quoi. Je pense que celui qui est handicapé a le droit aussi à une dignité, a le droit aussi à faire des choses exceptionnelles et que son talent soit reconnu comme tel, non pas parce qu'il est handicapé, mais parce que ce qu'il fait est bien. Et ça, nous l'avons fait comme ça. Et aujourd'hui, mon atelier, depuis 1986, c'est pas nouveau, appartient à des fournisseurs automobiles qui sont dans les 10 premiers fournisseurs en termes de qualité. C'est-à-dire que c'est pas compliqué dans l'automobile, on mesure tout. On mesure tout. On mesure la qualité, bien sûr, et tous les 2 mois, à Paris, j'étais invité quand j'étais encore en activité, à voir les scores de qualité. Donc on voyait la direction générale de PSA qui était là à l'écran et disait 300e Vistéon. C'est un américain. Moi j'applaudissais. 282e Valeo. Valeo j'adore. Management exceptionnel. J'applaudissais. Et puis quand vous descendez jusqu'au 10e, après vous avez dans les 10 premiers Bretagne Atelier. En fin de compte, on a mis en place un système de fonctionnement qui amène un niveau de qualité exceptionnel, hors du commun. Nous sommes à 10 ppm, le maximum était 17 je crois. ppm c'est erreur par million de pièces. La moyenne nationale française est à 220 erreurs par million. Prenez que ce soit Rennes, Sochaux, Sandouville, etc. On est à moins de 10 alors que les autres sont à 200. Donc ils viennent nous voir, comment vous faites pour avoir moins de 10? Nous on dit on ne sait pas. Ça se passe comme ça. Mais vous n'avez pas un service de qualité? Non, parce que effectivement, les services de qualité, on en met quand on fait la non-qualité, comme la maintenance, vous mettez une service de maintenance quand on fait de la... Quand il y a des pannes, quoi. Mais il n'y a pas, non. Nous, tout le monde est engagé dans la qualité. Les gens qui visitent dans l'atelier disent, chez vous, c'est très, très, très propre. Ah oui, c'est très propre, comme chez soi. Mais chez vous, il n'y a pas d'entreprise de nettoyage. Je lui dis non. Vous en avez-vous chez vous, dans votre maison personnelle, vous avez une boîte qui vient faire le nettoyage bah non. Mais c'est comme ça aussi. Les toilettes sont propres. Bah oui, c'est normal, comme partout. Ah oui, mais comment vous faites dans une boîte? C'est pas... Ah ouais. Et chez vous, c'est beau. Bah oui, c'est beau. Oui, c'est normal que ce soit beau. Dès lors qu'il y a un humain, il faut que ce soit beau. Mais même les réserves et les stocks ne sont pas avec des couleurs exceptionnelles. Bah, dès lors qu'il y a un homme qui passe dedans, un humain, il faut que ce soit beau. Alors, nous, on n'est pas pour que le directeur général ait un bureau très beau et que celui qui travaille dans les stocks travaille dans la grisaille des parpaings. On estime qu'il n'y a pas plus de valeur, humainement, que celui qui travaille dans les stocks. Et chez vous, quand on va chez vous, il y a des places de parking devant les bureaux. Elles sont libres. Mais oui, c'est pour les clients. Parce que nous, on sait que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salaire. Tout le monde le sait, ça. Donc le client, chez nous, c'est Dieu, quoi. Donc les gens viennent, et puis, oui, le client, il arrive, il n'a pas à s'embêter, il ne mouillera pas, il arrête avec nous. Mais dans des boîtes en général,
c'est le patron qui s'y est devant. Ah oui, c'est lui Dieu dans ce cas-là. Ah ouais. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est simplement le client, parce que l'entreprise de valeur ne peut fonctionner que si le client est totalement servi, si vraiment on fait tout pour lui. Mais non pas les commandes qu'on reçoit, mais ses besoins en évolution. Le client, on est toujours attentif à ce qu'il gagne. Le client, on développe avec lui une relation éthique. On pourra en parler de ça. Votre atelier aussi, on dit, mais chez vous, c'est bizarre, il n'y a pas de chef. Ben, je dis non, on n'y a pas pensé. Comment ça se fait, vous fonctionnez et il n'y a pas de chef. Quelqu'un a un problème, le chef a un problème. Ben, je dis non, il n'y a pas de chef chez nous. Il y a une organisation, il y a une hiérarchie organisationnelle. Mais quand tu as un problème, tu te démerdes. Ne demande pas un chef, il n'y en a pas. Chez vous, vous travaillez par village. Ah ben oui, 12 personnes, ça fait un village. Et le village gère son village. Dans le village, ce qu'il y a de bien en termes archaïques, il y a les petits, les grands, les hommes, les femmes. Il y a les gens costauds, il y a les gens intellectuels. Il y a les jeunes, il y a les vieux. Un village, c'est la diversité. La puissance d'un village, c'est cette diversité. Je crois qu'une entreprise est forte quand elle a une diversité. Chez nous, on a, et pourtant la Bretagne n'est pas une terre de... qui ressemble beaucoup d'immigrés, mais on a quand même 14 ethnies différentes chez nous. Plus les Bretons, 15 quoi. Donc, voilà un peu le tableau. Mais chez vous, c'est marrant, les gens rigolent. Bah, t'imagines, venir au boulot, une boîte où tu rigoles pas, moi j'y vais pas dans cette boîte-là. Enfin, si tu te marres pas tous les jours au travail, va pas au boulot, quoi. Enfin, c'est quand même important. La vie est vachement courte, t'as pas demandé à naître, mais si en plus tu t'emmerdes dans ta vie, bah, arrête de vivre, quoi, fais quelque chose, quoi, décide de changer, quoi. Une boîte qui n'est pas marrante, il ne faut pas y aller, quoi. Donc les gens ont plein d'histoires, il faut qu'on se marre. Donc on se marre. Chez nous, il n'y a pas d'écrit. Ben non, tu parles. 50% des gens ne savent pas lire ni écrire. Qu'est-ce qu'on ferait de l'écrit? On a quand même une vingtaine d'ingénieurs, mais les ingénieurs, ils ne savent pas lire. Non. Un bac plus 5, c'est pas lire. Tu lui fais un écrit, un bac plus 5, il regarde l'écrit, il va le lire. Et il va dire oui, en fin de compte, ce qu'il a voulu dire, c'est ça, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est ça. Il va l'interpréter. En fin de compte, il va lire ce qui n'est pas écrit. Dans ce cas, tu supprimes les écrits, on ne s'emmerde plus, et on part sur l'émotion. Donc on travaille par dessin humoristique. Même nos cartes de vœux, c'est dessin humoristique. Que dessin humoristique. Donc on a GG, un dessinateur professionnel, qui nous fait en permanence, à flux tendu, à flux permanent, des dessins humoristiques. Dès qu'il y a un message à passer, bingo, un dessin humoristique. Oh, ça coûte 35 €. C'est bien. Mais c'est compris par un bac plus 5 et par un bac moins 15. De la même manière. Tout le monde se marre. Et on a compris le sens des choses. Quoi. On vous dit, chez vous, alors ça fonctionne, les gens sont souriants, et puis ils ont des villages, et ils vivent là-dedans, et ils s'autogèrent, ils gèrent, enfin ils collaborent. Quoi. Ben oui, c'est comme ça. Alors les gens sont venus nous voir, bien sûr, on présente André Mullier est venu, bien sûr, et puis il a amené aussi un jour son cousin, qui est Gérard Mullier, qui est le patron de Leroy Merlin, Decathlon, Auchan, Funch, Kiloutou, enfin, la centaine d'enseignes, quoi. Et Gérard est venu, il est revenu, il est revenu. Et puis il s'est dit, je ne crois plus qu'à une chose, je ne crois qu'à Bretagne Atelier. Et je veux absolument que toutes mes enseignes travaillent comme ça, quoi. Qu'on met l'homme au cœur de l'entreprise. Et ils ont mis en place, si vous allez chez Decathlon, moi je fais l'écart, c'est très clair, entre deux magasins. Un magasin où quand vous y allez, vous avez les salariés qui discutent entre eux parce que le climat social n'est pas bon. Vous avez observé ça quelquefois, non? Vous n'existez pas, vous êtes une gêne. Et vous avez un magasin où quand vous arrivez, un souci, on vous voit et on vient vous aider. Enfin, vous êtes au cœur de l'entreprise. C'est important. Et puis observez ça, l'écart se fera, et je prends les derniers Auchan, je prends les derniers Leroy Merlin. Aujourd'hui, vous allez chez eux, ils ont mis un système collaboratif, comme un atelier, où le cœur du système, c'est le client. C'est le client. Tout faire pour collaborer, pour que le client soit heureux
et on le fidélise et qu'il soit servi, qu'il gagne, qu'il réussisse sa vie. Voilà un petit peu notre organisation. Alors, il y a dans les gens qui font ça, il y a bien d'autres entreprises. Hein. Je le disais à Henri Bernard aussi, on a une entreprise qui s'appelle Je Transporte. C'est une boîte de... C'est le lien social, c'est important, ça, le lien. J'existe, mon téléphone. Ouais. Jean-Michel Mousset a créé sa boîte, enfin repris une boîte de son père qui avait ses hiérarchiques très forts, et Jean-Michel l'a transformé en village. Donc il a mis 200 conducteurs de camions qui vivent par groupe de 10, comme cela, sans hiérarchie. Ils gèrent tout, voilà, les assurances, ils font des progrès énormes en relation client aussi. Donc c'est pas une utopie, c'est possible. Thalès est venu nous voir, vous voulez le faire aussi. Hermès, cinq Hermès sont venus et disent on va le faire aussi avec nos artisans, parce qu'ils appellent refouiller les artisans chez eux. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en se disant mais si demain n'était pas comme aujourd'hui, comme hier, et si demain le modèle hiérarchique classique, avec une hiérarchie, vous savez, vous avez un chef, et quand le chef a peur des collaborateurs, qu'est-ce qu'il fait? Il fait nommer un adjoint. Comme ça, l'adjoint va gérer la merde, quoi. Puis l'adjoint va tenter d'être chef aussi pour avoir aussi un adjoint, parce que c'est pas facile d'être frontalement en situation, quoi. Donc, j'ai rencontré la semaine dernière quelqu'un qui avait une hiérarchie, il avait 11 niveaux hiérarchiques. Je sais pas, c'était beau. Quand il a raconté ça coûtait une demi-heure. Mais c'était bien. Alors, je sais pas le client là-dedans, en quoi il est concerné, qu'est-ce que ça peut apporter de plus au client. Et je lui disais que, comme je vous disais tout à l'heure, en Californie, j'y suis allé, j'ai passé pas mal de temps là-bas, et j'ai vu une entreprise où il y avait un râteau avec 8000 personnes. Quoi. Un homme, 8000 personnes qui dépendent de lui. C'est balèze, hein? En fin de compte, des micro-entreprises où les gens partent sur un objectif et puis ils rendent des comptes tous les 2 ans. Simplement ça. Confiance. Faire confiance à l'autre. Ne pas le contrôler, quoi. Mais nous, souvent dans les boîtes, on vous dit oui, mais les gens, c'est pas ce qu'on croit. Les gens, ça triche. Il faut pointer des horaires, c'est important. Chez nous, il y a une pointeuse aussi. La CGT voulait mettre une pointeuse. Donc on a payé une pointeuse à la CGT. Elle n'a jamais raccordé d'ailleurs. Hein. Mais elle avait sa pointeuse, on était content. C'est plein de choses comme ça. Quoi. Chez nous aussi, mais si vous voulez aller chez nous, vous pouvez aller chez nous en regardant à la télé, parce qu'il y a un film qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle La direction des richesses humaines. C'est un film sur Breton Atelier qui fait 52 minutes, que vous pouvez passer ou bien le demander éventuellement. C'est une journaliste, Carole Tresca, qui l'a réalisé, qui présente Breton Atelier et son mode de fonctionnement. Il y a eu aussi 4-5 ouvrages qui ont été réalisés par des auteurs sur ce mode de fonctionnement. Chez nous, la DRH, la directrice des richesses humaines, elle a une fonction particulière. Elle doit, tous les 15 jours, aller faire la bise ou serrer la main à chacun des 800 salariés. Ah oui, ils ont le boulot. Dans beaucoup de boîtes, une DRH a un bureau, fait des contrats, organise des choses. C'est plus un avocat ou un juriste. Quoi. Et diriger les ressources humaines, diriger les richesses humaines, c'est auprès d'elles. Mon but a toujours été que cette personne-là n'ait pas de bureau, qu'elle soit toujours auprès des gens. Un métier que 800 personnes ont chez nous, ils n'ont qu'un seul métier, enfin, ils ont un métier essentiel. Chaque jour, à chaque instant, ton métier, c'est donner envie d'avoir envie à l'autre d'entreprendre sa vie. C'est donner envie à chacun qu'on gagne ensemble. Quoi. Ton métier, c'est ça, donner envie d'avoir envie. Quoi. C'est pas, non, attends, tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres, donne envie à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Quoi. C'est simplement ça, donc enthousiasme à l'égard de l'autre. La DRH, donc, elle passe son temps, bien sûr, les gens travaillent en équipe, travaillent de nuit, travaillent le samedi, ben, elle se débrouille, c'est merde. Bien sûr, la secrétariat, qu'il faut les contrats de travail, ouais, mais elle,
Parce que moi, je la veux dans les usines, je la veux qu'elle marche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle connaît tout, tous les signaux faibles, elle les perçoit, etc. Donc, elle aide à résoudre un tas de petits problèmes qu'elle sent, qu'elle voit, qu'elle ressent, parce qu'elle est tout le temps au cœur du système, quoi. Daniel Lafranche, qui me succède, il a une contrainte. Il doit dire bonjour aux 800 salariés tous les mois. Je sais pas, tu te démerdes, Daniel. C'est son boulot. Tu ne peux pas exister chez nous si tu ne connais pas les gens, si tu ne les reconnais pas, si tu n'es pas connu par eux. Tous les cadres en atelier doivent tous les 3 mois aller dire bonjour aux 800 salariés. Tu te démerdes. C'est mesuré, ça. Dans les villages, on mesure un tel est passé, un tel est absent, etc. Et je crois que c'est donner envie qui fait le résultat. C'est donner envie, c'est, comment vous dire, c'est éviter aussi les féodalités dans le système. Il y a beaucoup de boîtes que je rencontre aujourd'hui où ils ont des systèmes, ils ont une DRH, ils ont une DAF, ils ont des systèmes qualité, maintenance, et c'est quasiment autant de féodalité dans l'entreprise, avec les égos qui se développent, notre service, il est quand même pas mal. Hein. Et puis à côté, tu as donc comme une galerie marchande avec plein de magasins et avec des égos assez forts, quoi. Mais là-dedans, le client est paumé, quoi. Mais l'homme est paumé aussi, quoi. Moi, je crois au collectif, je crois à la collaboration, je crois à la confiance, je crois à l'éthique aussi. On a une éthique chez nous, une éthique qui est, premier pied, l'éthique, je dirais que chez nous, quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu ne le fais pas. Si tu n'es pas convaincu, tu ne le fais pas. Non, non. Comment peut-on faire quelque chose quand on n'est pas convaincu, quand on pense que c'est pas bon? Mais tu ne le fais pas. Une fois qu'on fait quelque chose, on est responsable jusqu'au bout. Jusqu'au bout des choses. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Troisième point, ou pas troisième point, parce que les trois n'ont pas d'ordre. Une éthique de dialogue. Toujours dialoguer, faire dialoguer les gens, que les gens s'écoutent. Dialoguer, c'est pas émettre, dialoguer, c'est écouter. Et donc, c'est à chaque instant, quand tu es convaincu, tu vas parler, tu vas écouter les autres, et ils vont te dire, tu vas modifier ta conviction, peut-être, etc. Mais c'est 3 éléments, quoi. Conviction, dialogue, responsabilité. Moi, ça m'a assumé dans des choses qui sont aujourd'hui, alors je rigolais un petit peu, parce que ce que nous faisions va sembler être aujourd'hui la loi. Mais en 86, quand je l'ai fait, c'était hors la loi. En 86, on a perdu de l'argent. Tellement perdu d'argent que la banque, en février 86, m'a dit, monsieur Guiner, à la fin du mois, on ne fait pas les salaires. Les salaires ne sont pas payés. Parce que ça fait 3 mois que ça dure, aucune décision n'a été prise, donc ce fin du mois, les salaires ne sont pas payés. C'est là, qu'est-ce que tu fais? Alors, la CFDT, CGT disait plan social, c'est d'actualité, donc 70 personnes passent à la trappe, et tout d'un coup, l'exploitation devient quasiment viable, et comme disait Edmond Maire, quand une branche est pourrie, il faut savoir la couper. Je dis, mais un humain, c'est pas une branche. C'est pas une branche, un humain. Le directeur du travail s'est déplacé en disant, monsieur Guiner, vous n'avez pas le choix, vous devez licencier des personnes. Tout le monde est d'accord. Mais je n'étais pas convaincu. Et avec mes collègues, je dis à mes collègues, ce soir à 10h, on avait environ 450 salariés à l'époque, je dis, on va appeler tout le monde. Et on fait une réunion dans une usine, là. Je veux voir tout le monde, je veux leur dire quelque chose. Donc on n'a pas affrété des cars, et on a amené tous les salariés sont venus à 10h. Oh, les gens se doutaient bien qu'on allait parler licenciement, quoi. Ils se doutaient bien qu'il y avait une très mauvaise nouvelle qui arrivait, quoi, et que j'annonçais ça. Et là, j'aurais raconté une histoire que je vais vous raconter. Cette histoire-là. J'aurais dit, vous savez, avec mon épouse cette nuit, on s'est réveillé à 4h du matin, on pleurait, on a fait un cauchemar, un énorme cauchemar. On a rêvé que nous n'avions pas d'argent, qu'on avait un tout petit salaire et que, comme vous savez, on a 5 enfants, que tous les mois, à partir du 20 du mois, eh bien, le frigo était vide, il n'y a plus rien à manger. Et on s'est dit, ça dure depuis 2 ans, 3 ans. On souffre tous. Et on s'est dit, c'est pas raisonnable. Si nous avions
3 enfants, ça passerait. Mais il y a 2 trop. Donc il faut qu'on en supprime 2. Choisir lesquels on supprime, c'est assez vite fait. Le grand qui a 14 ans, qui mesure 1,75 m, pas évident comme ça, il faut surprendre, une stratégie particulière. Les 2 petits qui sont encore dans la verso, c'est plus facile, ça dort beaucoup en plus. Ça pourrait être indolore, donc et c'est là qu'on s'est réveillé, quoi. J'aurais raconté ça. Et j'aurais dit, voilà, on me demandera aujourd'hui de licencier 70 personnes qui sont en trop parce qu'on ne peut pas les nourrir chez nous. Je vais dire, c'est qui? Les petits et faibles, les CDD, les plus restants, les plus jeunes, ceux qui ne vont pas râler, pas les syndicalistes, pas les cadres comme ça, non. On va licencier, on va faire un truc plutôt facile, un truc très courageux, quoi. Vous voyez un petit peu le genre, quoi. Je ne sais pas. Donc il y a 2 solutions. On n'a pas de salaire à la fin du mois, et on reste tous, ou on a un salaire à la fin du mois, on reste tous, mais on baisse les salaires de 10%. Donc on a baissé les salaires de 10%, je dis, c'est non négociable. Par contre, c'est illégal. Vous allez au tribunal, vous gagnez. Vous avez dans la presse, comme ça, un patron infect qui refuse de licencier et qui baisse les salaires. Scandale. Allez-y. Mais je ne licencierai pas. Je ne licencierai pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. On a créé ensemble cette boîte. Je ne peux pas dire maintenant qui va partir. C'est pas possible, quoi. C'est pas digne. Tu n'as pas demandé à naître, mais tu n'as pas demandé à mourir jeune non plus. T'es encore petit, c'est possible. On va rebondir ensemble. On va gagner ensemble demain. On va être créatifs. Pour être créatif, on est créatif, chez nous, j'en parlais aussi ça. Et donc on l'a fait. On l'a fait 3 fois. Lorsque j'ai quitté mon atelier, Daniel Lafranche, mon adjoint qui m'a succédé, j'ai souvenir de ma déléguée syndicale, une aboyeuse plutôt oui, quand elle parlait correctement, mais dès qu'il y avait 20 personnes, elle parlait fort, quoi. Et elle me dit, Jean-Michel, tu penses que Daniel fera comme toi? J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, si on a un problème économique, est-ce qu'il baissera les salaires? Je dis, Marianne, tu m'as assez emmerdé, tes tracts et tout ça, tu t'en souviens pas? Je qu'est-ce que tu voudrais? Qu'il fasse comme toi. Tu te rends compte ce que tu me dis là? Tu m'as pourri la vie durant ces temps-là, et là maintenant, oui, mais je suis obligé, c'est illégal, mais il faut faire ça. Ah bah je dis, écoute, demande lui, donc je sais pas si elle a demandé ensuite à Daniel, mais on a fait ça 3 fois. Quoi. Voilà le genre de pratique, mais il y en a d'autres comme cela, où on a été dans l'inégalité, parce que convaincu, et étant responsable. C'est trop facile de dire « Ah, la loi, le machin », non, j'y crois pas à ça. Bien sûr, on a rebondi aussi, on a fait la créativité, bien sûr, on le fait. Chez nous, on a, alors c'est un petit peu aussi particulier, c'est la créativité, ou bien les brevets qu'on a déposés. Je pense qu'on a dû déposer, enfin, surtout pour la première année, une quinzaine de brevets. Il y en a un que vous connaissez sûrement, c'est la télé-alarme pour les personnes âgées. Vous savez, vous tirez sur la chaîne ou une montre, etc. Et ça, la personne âgée, elle fait cela, et puis ça appelle les voisins, les pompiers, la gendarmerie, la famille, enfin, qui l'on veut, quoi. C'est un brevet qu'on a déposé en 1976. C'est un brevet qui a été déposé par des gens qui ont un bac moins 10. Comment on fait ça? T'as l'idée, et après qu'est-ce que tu fais? Tu passes une convention avec une école d'ingénieur qui fait bosser sur le système, et puis le développement de bazar, donc Supélec, convention Supélec, un binôme d'ingénieurs est venu, on a sorti, on a fait un ascenseur aussi, un ascenseur très original. Un ascenseur qui ne tombe jamais en panne, enfin quand il tombe en panne, pardon, si il tombe en panne, oui. Mais il descend toujours au niveau le plus bas, il descend doucement au niveau le plus bas, et la porte s'ouvre. En fait, c'est impossible d'être enfermé à l'ascenseur. On était content. Si c'est vachement bien comme truc. On en a vendu 10. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Il n'y a pas de maintenance derrière. Ce qui veut dire que les 4 Soretex, etc., Otis et autres, ont présenté à leurs clients des ristournes pas possibles, et nous, on ne pouvait plus vendre nos produits. Et eux, ce qu'ils ne voulaient surtout pas, ils ont voulu acheter le brevet, ils n'ont pas voulu le vendre, on a peut-être dû, uniquement pour l'étouffer, parce qu'effectivement, la menace de prise d'otage fait vendre un contrat de maintenance à 12% d'investissement, agréable, une rente vie, tranquille, quoi. On était naïfs, on n'a pas cru à ça. Quoi. On a fait, je
je crois que c'est 25 ou 27 métiers. Pour nous, créer un emploi, c'est facile, c'est simple. Demain, on me dit, tu crées des emplois à tel endroit, j'en crée des emplois. J'ai pas de mal à en créer des emplois. Mais je vais raconter l'histoire. Hervé Gouil, HEC, travaille pour mon atelier. Donc on avait comme salarié, patron de marketing. Et puis, j'ai souvenir, lorsqu'il est arrivé, il m'a présenté des maquettes, vous savez, il appelle ça la segmentation. Donc d'autres couleurs, etc., des courbes, des surfaces, des camemberts, des choses. Un beau dossier, bien coloré, agréable à la vue, tout ça. Puis je dis, c'est vachement beau, c'est beau, c'est beau. Et là, il s'est rendu compte, mais est-ce que c'est utile, qu'il me dit? Ben, si c'est pour toi, est-ce que c'est utile? Il me dit, oui, pour moi, c'est utile. Alors, tu continues, c'est très bien ce que tu fais là. Mais pour toi? Il me dit, moi, je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Je peux afficher ça parce que c'est beau. Mais je ne vois pas ce que je peux en faire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais tu parles, toi, avec des mots froids, des mots secs, des mots, vous savez, des mots de la raison. Moi, je parle avec les mots des tripes. Je parle avec mon cœur. Parce que je veux, tu vois, quand un marché est là, on a un marché, si quelqu'un souffre en face. Un client, c'est une souffrance. Un client, c'est quelqu'un qui a mal, qui a même très mal, très très mal. Et plus il a mal, plus il est prêt à payer. Si tu enlèves une douleur à un client, il est prêt à payer, ça ne se discute pas. Mais si tu as un client qui a mal nulle part, il ira faire des devis partout, il ne te prendra pas, ou il va te zapper, etc. Chez nous, moi ce que je veux, c'est qu'on me dise quel client il a mal où, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'ait pas mal. Certains ont mal dans leur fonds propre, dans ce cas-là, il faut qu'on fasse des achats pour leur compte. Certains ont mal dans leur qualité, il faut qu'on mette en place une stratégie en qualité. Ils ont mal dans leur climat social, ils ont mal dans l'ergonomie, ils ont mal... Et chaque fois qu'il y a une douleur, il y a un marché. Parce que les gens n'aiment pas la douleur. Et en plus, dans le système actuel, il y a des gens qui ont mal, mais il y a d'autres qui ont même peur d'avoir mal. Ils sont prêts à souffrir avec toi parce qu'ils ont tellement peur d'avoir mal chez toi parce que c'est la qualité. Quoi. Et donc il suffit de regarder à côté les souffrances. Quoi. Et donc on a chez nous, les commerciaux, c'est les chasseurs de souffrances qui vont en clientèle voir là où un tel a mal. S'il n'a pas mal, rien. Ah, un tel a mal, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on peut faire quelque chose. Et chercher ces chasseurs de douleur. Je pense qu'un marché, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas avec des mots business plan, c'est pas avec des mots études de marché, c'est simplement avec des mots d'humanité. Il a mal où? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait moins mal? Quand vous regardez ce qu'on appelle le portefeuille client, vous verrez qu'il y a des clients pour qui vous mettez, qui ont très mal, et pourtant vous ne facturez pas tellement, sans doute. Vous facturez comme pour tout le monde. Or, le client accepterait l'avantage de payer plus cher parce qu'il a très mal. Et en plus, quand un client vous emmerde, enfin chez moi c'est comme ça, et qu'il n'a pas tellement mal, qu'il est prêt à aller ailleurs, vous mettez plus de moyens, quoi. Comme si plus il gueule, plus vous mettez de moyens. Moi je dis non, mettons les moyens au client qui a très mal et qui paye bien. Le client, il faut le virer, lui dire on ne veut plus de toi. On ne t'aime pas. On l'a fait ça. Avec Daniel Lafranche, on l'a fait. On a été voir des clients qu'on appelle, nous, des catégories C. Les C, c'est des clients qui sont chez toi, et puis te disent, s'ils ont un fournisseur moins cher demain matin, ils vont ailleurs. En 2 jours, ils disent, on arrête. On avait. Vous savez, 25% de nos clients faisaient ça. Enfin, 25% de chiffre d'affaires. Donc on les a appelés les C. Et donc on a été les voir avec Daniel, on a été les voir. Et on s'est dit, on va leur dire qu'on les aime pas, qu'on ne veut pas d'eux, et on fait tout, on met tout en œuvre pour leur dire demain, on ne travaille plus pour vous, on arrête. Enfin, c'est pas eux qui vont décider, c'est nous qui allons décider. On a été les voir. J'ai dit à Daniel, ce que tu te proposes là, on va au casse-gueule, j'ai avec toi, j'y crois pas, mais en plus tu fais une connerie énorme, c'est pas bon ce que tu fais là. Il est venu, viens avec moi. Nous avons été j'étais avec lui. Je me rappellerai, Sanden, un japonais. On faisait pour lui des
des systèmes de refroidissement, de clim de voiture. Ils avaient déjà fait épuiser 5 ou 6, 7 sous-traitants. On était le 7e peut-être. Et on savait qu'ils allaient nous quitter au moins. Donc on a été les voir, on a dit voilà, vous êtes C chez nous. Nous on veut investir dans les A et les C, on veut qu'ils nous quittent. On veut les quitter. Donc on vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'on pourra vous dire peut-être dans 3 jours qu'on va arrêter de travailler pour vous. Parce que vous êtes un C. Pas habitué. Ça n'a pas été facile. On est sorti de là et j'ai d'ailleurs, on a fait une connerie. Là, ils vont nous quitter demain matin. 15 jours après, on reçoit un coup de fil. Il y a monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, avec un nom japonais, qui vient du Japon, un des patrons de Sandem, qui vient à Pategnac. Il veut nous voir. Bon. Et puis le japonais, avec son traducteur, dit comme ça, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut pour être A. Ah. Ben, c'est un engagement éthique, c'est un engagement partenarial, c'est un engagement de partage, d'investissement, c'est un engagement sur le long terme, c'est un engagement gagnant-gagnant, c'est un engagement, ouais. Donnez-moi les choses, ils sont passés en A. Les prix ont changé, ils ont payé plus cher, et on travaille encore pour eux aujourd'hui. Une autre boîte, Kiss, à Grenoble, des voyous, des vrais voyous, des aboyeurs, des gens qui vous téléphonent, qui sont insatisfaits, mais qui vous prennent pour un chien, vraiment un chien. On va à Grenoble, même chose, on dit votre classement C. C veut dire que c'est fini, qu'on arrête bientôt, dès qu'on peut, on n'est quand même pas fou, dès qu'on a du boulot, on vous dit que vous allez partir parce qu'on ne veut plus de vous, parce qu'on ne veut plus travailler pour des gens qui ne sont pas respectueux de nous, quoi, quelque part. Vous savez, les gens, on ne veut plus ça, c'est pas notre truc, ça. Le patron on n'avait pas affaire au patron, le patron nous a téléphoné, et il disait comme ça, bon, écoutez, j'ai compris, on a compris chez vous, que comme vous avez une qualité exceptionnelle, vraiment on peut vous dire qu'on a besoin de vous. Ah. Il me dit oui, A, on voudrait A. Qu'est-ce qu'il faut pour être A? Déjà que les relations soient courtoises au téléphone, que tu es gentil, que les gens vous aiment chez nous, et qu'on travaille un développement serein, etc. En fin de compte, le fait d'avoir dit ça, et moi j'y croyais pas du tout, mais pas du tout à ça, ça a bien fonctionné, quoi. Et je crois que quelque part, ces stratégies-là qu'on a mises en œuvre a permis de nous développer et harmonieusement et ne pas subir, quoi. Et d'aller vers les gens qui avaient mal, mais qui sur le fond cherchaient du partenariat vrai, de co-développement. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de boulot à prendre, il y a plein de boulot à faire aussi dans ce domaine-là, quoi. Mais il faut être assez courageux pour le dire, parce que moi je l'étais pas, c'est Daniel qui l'a été. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire, ça. Il faut avoir le courage de dire ça, quoi. Et en fin de compte, ça marche. Que pourrais-je vous dire de plus? Je vous laisse la parole peut-être? On pourrait passer la nuit, hein, c'est pas un souci. Je ne sais pas. Comment est-ce que ça se gérait dans les villages, ça? Oui, il y a des choses à faire. Si tu n'es pas convaincu qu'il faut faire ça, tu vaut mieux éviter de le faire, quoi. Je pense que le travail est bien fait quand tu es convaincu qu'il faut le faire et tu vas le faire, quoi. Mais la conviction, les gens l'ont, ils raisonnent bien, tout le monde raisonne bien. Tout le monde veut que ça marche bien, tout le monde veut gagner. Dans un village, alors les villages aussi, je vous dis un petit peu l'écart qu'il y a entre les villages et les hiérarchies classiques. Imaginons que vous soyez... On est dans une boîte et je suis votre chef. Vous pouvez imaginer ça, comme ça, à l'espace de 30 secondes. Sincèrement, je suis votre chef. Vous allez dire, oui chef, etc. Oui chef. Une boîte classique, quoi, une boîte où il y a des chefs, quoi. Et je suis votre chef. Auparavant, je bossais avec vous. Et il y a eu ce qu'on appelle une promotion interne et je suis devenu votre chef. Donc quand il y a un problème, on dit chef. Donc là, que vais-je faire? Imaginons que nous soyons,
C'est le soir, le vendredi soir, il est 16h30, et puis vous partez à 16h45. 16h45, je sais que vous allez tous partir, et puis je m'aperçois que dans l'atelier, là, au milieu, il y a un débac de renversé, des pièces renversées, de l'huile par terre. C'est vraiment, il y a eu un accident quelque part, il y a eu un problème important, et un grand désordre s'est produit dans l'atelier. Je sais qu'à 17h, mon chef vient. Il vient qu'un client, et hélas, le client est concerné par ces pièces, sur ces pièces à lui. Donc si je vois ça comme ça ne va pas le faire. Je suis un chef normal. À qui je vais demander de le faire? À qui? Je vais chercher, je vais réfléchir, et je vais me dire, ici, il y a tout un groupe, là, si je leur demande quelque chose, ils vont en profiter pour me dire qu'ils ont déjà demandé pas mal de choses dont j'ai eu de réponse, que je suis mal organisé, ils vont me dire que je suis incapable, que je suis, etc., que c'est normal s'il y a le bordel. Enfin, là, ils vont au contraire y aller, et puis ils vont s'y mettre tous ensemble, ce qui fait que je suis parti dans des palabres pas possibles, je suis parti avec une opposition pas possible, et je sais que ces gens-là, ils sont un contre-pouvoir, d'emblée, systématique. Je les connais bien, j'étais avec eux auparavant. À côté de ça, il y a d'autres personnes ici qui diraient bien oui, on va le faire, mais ça les embête un peu parce qu'ils passeraient pour des... En Bretagne, ils appellent ça des faux culs, enfin pour des lâches. Ils disent, au fond, on aimerait bien être avec des autres qui ont sur les gros bras, mais on n'ose pas dire ce qu'on pense, et donc ces gens-là vont aller aux toilettes, vont éviter le regard, vont fuir un petit peu. Enfin, je sens bien qu'ils sont malheureux, ils savent que je vais demander quelque chose, et ils ont tellement peur que ça leur tombe dessus. Et à côté de ça, il y a un groupe, des groupes sympas, qui s'appellent les Bini-Oui, des gens adorables. Jean-Michel, on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? On le fait tout de suite. Un chef normal, il va demander à qui, d'après vous? Tout le temps. En fin de compte, quand tu mets en place un chef, tu crées un contre-pouvoir, et le chef ne peut faire fonctionner qu'un système avec ceux qui sans chef fonctionneraient bien. Chez nous, il n'y a pas de chef. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons un système où il y a un problème par terre, il y a des pièces par terre, quelqu'un va dire, il faut qu'on ramasse ça, tout le monde va s'y mettre. Imaginons que quelqu'un ne va pas s'y mettre, 2 personnes, 3 personnes, qui diront à foutre. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'ils vont quitter le village au bout de 3 semaines. Ils vont se virer. Parce que les petits et les faibles peuvent virer les gros bras, alors qu'une hiérarchie va mettre en plus une autre hiérarchie pour se dire on va s'occuper des gros bras, mais sans pouvoir le faire. C'est vrai que si j'étais votre chef, j'aurais aimé avoir un adjoint. J'aurais dit à mon adjoint, tu peux voir ça là, pour qu'il range ça? Il faut toujours avaler tout le chapeau. Et c'est en fin de compte, c'est la lâcheté, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis convaincu, enfin, nous on vit comme cela, que la hiérarchie sert pas à ce qu'on croit. Mais en donnant aux gens la responsabilité, vous assumez au mieux, le client il est roi. Chez nous, dans les villages, il y a 3 choses. Il faut croire en Dieu, il faut croire au bistrot, et puis il faut croire à la mairie. La mairie, c'est quoi? C'est le lieu du progrès permanent. Tous les jours, on fait des progrès. Le bistrot, c'est le lieu où on fait la créativité, où on s'amuse, on fait des anniversaires, on se marre, quoi. Et puis l'église, c'est quoi? Bah oui, notre Dieu unique, c'est le client. On croit tous au client et on veut que notre Dieu soit heureux. Donc, quand tu orientes ta boîte, c'est comme ça. Ce qui fait que chez nous, un salarié qui rentre, avant de produire, il rentre le lundi, avant de produire, il va passer 2 jours de formation, un jour sur le sens, le lundi par exemple, et le mardi sur les process, les méthodes. Mais il ne produira jamais que le mercredi. Beaucoup de boîtes, tu as le feu, tu prends un intérimaire, une demi-heure après, il est au boulot. Il fait une connerie, bingo, ouais, c'est normal, c'est l'intérimaire. Non. Alors, ce qui fait que si on a 10 ppm par rapport à 200 ppm, c'est parce que justement, tous nos gens sont formés avant de produire. On met entre 6 et 8% de la masse salariale à la formation des salariés.
Chaque salarié a au moins une formation d'une semaine tous les ans. Alors, on a des systèmes aussi qui pourraient paraître désuets, mais qui sont aussi affichés clairement. On a aussi ce qu'on appelle des rémunérations respectables. C'est-à-dire qu'on a, je crois qu'on a toujours dit, les salaires c'est de 1 à 8, point à la ligne. Si tu veux gagner plus, tu vas ailleurs. Et si tu veux démarrer plus, tu restes chez nous. Ça paraît tout bête, mais parfois il y a des comportements qui créent des divisions, créent des désimplications des personnes. Des questions? Vous dites que les gens ont besoin de comprendre ce que veut le client, donc toujours être prise avec le client. C'est vrai, c'est quelque chose qui marche. Par contre, structurellement, vous avez des gens qui, travaillant sur des sous-ensembles, sont parfois très loin du client. Et quelle est la mécanique que vous avez pour tenir en permanence ces gens au courant des problèmes du client, des demandes du client? Parce que le client, il peut faire des choses pour vous embêter, c'est vrai, mais quelquefois, il a des demandes qui sont justifiées parce qu'il a ses problèmes, il a des urgences, il a des changements techniques, ainsi de suite. Comment vous faites pour assurer ça? Alors là, je vous invite à voir le film, La direction de la ressources humaines, de France 2 ou France Télévisions. Ce film-là, vous verrez ce qui se passe. Quand un marché arrive, quand on va travailler pour un client, le salarié qui travaille pour le client va suivre la pièce ou le projet de pièce jusqu'à chez le client, va rencontrer la personne qui peut s'appeler Isabelle, qui va monter la pièce. Donc elle peut aller à Dieppe, elle peut aller à La Rochelle, elle peut aller à Toulouse pour voir la personne. En fin de compte, on met une image, on met une âme à une pièce. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne fait pas des pièces pour l'anonymat, pour un bac. On fait des pièces pour quelqu'un et on sait qui va la monter, la pièce. C'est un investissement lourd, certainement. C'est vrai aussi qu'on est sur des marchés qui sont durables. On n'est pas sur des marchés petites séries, on est souvent sur des moyennes ou grandes séries. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, 3 ans, c'est pas là. Donc les gens se déplacent. Chez nous, les gens ont des âges. Ils ont des âges, 4 âges. Le premier âge, quand tu rentres chez nous, tu passes par un premier âge où on te dit tu n'as qu'à gérer tes sphincters. Enfin, c'est probablement pipi caca, quoi. En fin de compte, c'est quoi pipi caca chez nous? C'est que la personne, elle ne s'occupe que de ce qu'elle fait à son poste de travail. Elle ne fait que ça. Ça dure 3 semaines, 1 mois. Il faut qu'elle soit experte à son poste de travail. Deuxième âge, elle va pouvoir interpeller le système pour savoir d'où viennent les pièces, où vont les pièces, jusqu'à les visiter, etc. Les visiter. Troisième âge, elle peut interpeller tout le village, comment fonctionne le village, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et quatrième âge, c'est toute l'usine, toutes les usines. Donc les gens ont aussi, dans leur année, ont des programmes de visite. Ils vont visiter les clients qui ont des pratiques particulières. Donc nos gens ont 1 jour, 2 jours, 3 jours de visite. On a aussi chez nous, comment dirais-je, notre système est basé en un système avec Cristal. Cristal qui est nourri, c'est né ça aussi le 22 septembre 1975. Quand j'ai démarré la boîte, comme on attendait le soir mon épouse qu'elle revienne avec le chèque, on avait une demi-heure, 3/4 d'heure à attendre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On se disait, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés aujourd'hui? Donc on mettait sur un paper, problème, le bus est arrivé en retard, il y a eu une coupure de courant à telle heure, le téléphone a sonné 10 fois, personne n'a décroché, etc. etc. Et tous les problèmes qu'on a perçus. Et on en prenait un, et on le traitait jusqu'au bout. Ça ne peut plus se produire. D'accord? On trouvait le système. Et on a gardé ça. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a environ 2500 problèmes par semaine. C'est-à-dire que les gens ont gardé l'habitude d'émettre des problèmes. Je me suis rendu compte, dans beaucoup de boîtes, il y avait des boîtes à idées. J'ai trouvé ça désuet. Je me suis dit, mais ça ne peut pas marcher, ça. Parce que les idées, c'est important quand tu connais un problème. Mais de là où je suis placé, je ne connais peut-être pas le même problème que l'autre. Donc les idées ne sont pas obligatoirement celles qui concernent l'autre. Donc chez nous, on pense qu'il faut poser le problème, d'abord. Ensuite, chercher les causes. Ensuite, les principes de solution, là, les idées sont intéressantes. Et ensuite, agir et mesurer le résultat. Donc on a un système de post-it
où les gens émettent au fil de l'eau, tous les jours, des problèmes qu'ils rencontrent, et c'est le groupe qui décide, ce problème-là, on l'éradique, on le traite, quoi. Un problème qui est émis par quelqu'un qui a un bac-15, qui ne sait pas lire ni écrire, mais c'est ces personnes-là qui ces personnes-là qui font le plus de post-it. C'est marrant, elles demandent à celui qui sait écrire, tu sais écrire, mais tu m'écris ça. Ça c'est les uns. Ceux qui en font le moins, bac+5. Comme si émettre un problème, c'est contre nature. Et pourtant, si tu ne résous pas le problème, tu ne progresses pas. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, quoi. Et une boîte qui n'émet pas, qui tous les jours n'identifie pas les problèmes, comment peut-elle progresser, quoi? Ce qui veut dire que l'opérateur qui dit, voilà, mon robot, le robot que j'ai, il fait trop de bruit. Bon. Le problème est élu, il va être traité. Qui est-ce qui va le porter? Celui qui l'a émis, tout le temps. Celui qui a émis le problème, si c'est André qui a eu le problème, André va le porter. Donc il va apprendre, il va dire, je fais le 1, 2, 3, 4 et 5. Le 1, je pose le problème. Donc il va demander à qui? Il va demander à Stéphane, qui est l'ingénieur bureau d'études. Il va dire, Stéphane, viens me voir, fais ça. Parce que chez nous, on est en pyramide inversée, ce qui veut dire que l'opérateur peut convoquer qui il veut à chaque instant. Des RH, des DG, des faits commerciales, chacun, il demande et les gens viennent. C'est une obligation, tu réponds aux salariés. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on met quasiment 2 ans à décontaminer les gens. Parce qu'ils sont habitués à ce que plus tu es gradé, plus les gens viennent te voir, tu les convoques, tout ça. Enfin, là, c'est à l'inverse. Enfin, c'est pas facile au départ, après c'est facile. Mais au départ, certains, ça passe pas. C'est plus confortable. Je suis chef, je suis machin, donc... Parce que celui qui fait la bonne pièce, c'est quand même l'opérateur. Si les conditions sont réunies pour qu'elle fasse bonne, ça marche bien. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit, quoi. Donc, dans le cas présent d'un robot, eh bien, il va appeler Stéphane. Stéphane va poser le problème. C'est qui a le problème, quand on a le problème, c'est où le problème, c'est combien, c'est quand, etc. Les trucs OCCP que vous connaissez bien. Et puis, voilà, il pose ça, et puis, c'est quasiment 80% du temps d'un problème, c'est poser le problème. 20% c'est le reste, c'est vite fait le reste. Quand tu as posé exhaustive le problème, tu as quasiment tout. Après ça, les causes sont inscrites dans le problème, c'est simple, les principes de solution, et là, le village dira, bon, on prend ce principe-là, ok, et on y va et on va agir, quoi. Donc on va investir. Alors qui va décider? Le village va dire, je propose l'investissement, c'est une commission d'investissement auquel participe le village qui va décider, voilà, cette année, il y a 4 millions d'euros d'investissement pour la productivité, on prend ça, ok, dans les 4 millions, il y a 7 usines, chacun fait son marché, à toi d'y aller, j'y vais pas, et discute, moi j'en ai un à cirer, quoi. J'en ai que foutre. Moi qui ne bouge pas mes 4 millions, c'est tout sur le monde, quoi. Après, c'est les émerges, quoi. En fin de compte, l'opérateur qui fait un travail répétitif, il connaît le client, la personne qui va monter la pièce. 2, il va également avoir à gérer un autre problème, quoi. Enfin, il a plein de choses à faire à côté de son geste répétitif, quoi. En fin de compte, moi je pense que plus les gens font un travail répétitif, plus ils sont disponibles à leur tête pour produire de la performance collective, quoi. Vous avez, à travers votre organisation, qui est-ce qui travaille sur la stratégie? Alors, c'est un tiers externe, un pilote qui s'appelle Paul Maillot. Paul Maillot est notre guide. Donc on est tous formés à une méthode qu'on appelle les DAS, que vous connaissez peut-être, les domaines d'analyse stratégique. C'est une méthode de définition des axes stratégiques. On est tous formés à ça, en quotidien. Paul nous fait travailler, et une fois qu'on a quasiment défini la stratégie, on la soumet aux salariés. On la propose aux salariés, et quand vraiment tout le monde est convaincu qu'il faut faire ça, on y va, quoi. Donc c'est long, ça dure 1 an, presque la partie dialogue interne, pour que les gens acceptent ça, quoi. C'est là qu'on a décidé, les clients A, c'est les clients éthiques, les clients C, c'est les clients qu'il faut faire fuir. Et on a donc, voilà. Et donc quand un salarié travaille, il sait qu'il travaille sur un C, ou sur un A, ou sur un B, ou sur un D, quoi. Enfin les D, c'est les clients qui viennent chez nous pour des co-développements. Et puis les B, c'est des gens
qui viennent chez nous parce qu'on leur dit c'est bien négocier avec eux, mais ils s'en foutent royalement, quoi. Donc ceux-là aussi, on veut qu'ils choisissent leur camp, quoi. Et cette stratégie-là, c'est de dont je vous parle actuellement, elle est encore valable aujourd'hui, elle a été définie en 2004. Donc, et elle tient encore la route, pour l'instant, elle est encore, elle est encore très vivace, quoi. Et le revenu par pièce en fonction du type de client, c'est le même ou si la personne travaille mieux pour un client que pour un fiancé Ah non, la qualité chez nous, c'est une obsession. Là, c'est obsessionnel. Là, c'est non négociable. Enfin, faut savoir que chez nous, la qualité, bon, travailler samedi, travailler de nuit, travailler le matin, faire des heures sup, n'importe quoi, tout le monde est volontaire, enfin quasiment tout le monde, quoi. Parce que c'est pour le client, quoi. Le client a mal, quoi. Par exemple, on vous dire, oui, on n'est pas dans une structure classique où moi, en tant que salarié, je suis plus important que le client, quoi. Si tu es comme ça, tu vas à la concurrence. Ça nous va bien. Si tu veux gagner plus, tu vas à la concurrence. Ça nous va bien aussi. Classification aussi des salariés. Bien sûr, oui. Non, mais c'est pas compliqué, quoi. C'est une posture que l'on a prise et aujourd'hui, faire la non-qualité chez nous, c'est un. Par contre, il y a donc effectivement, si on a un zéro défaut qualité, c'est parce qu'on a un système de mesure aussi qui fait qu'on écarte de mauvaises pièces très rapidement, quoi. Donc, et avec après des systèmes pour éviter qu'elles se reproduisent, etc. On traite beaucoup les défauts qualité, etc. Ils sont conçus par les opérateurs eux-mêmes. On parle beaucoup de qualité, vous avez des résultats exceptionnels. Est-ce que vous avez mis un mode de management qualité, sécurité, environnement? Est-ce que vous êtes là-dedans ou est-ce que vous avez une place? On a les certificats, on est à la RSE, etc. On est totalement inscrit dans les labels, si l'on veut. Mais on le fait naturellement, quoi. On le fait, enfin, c'est pas. On n'a personne qui s'en occupe, quoi. Enfin, si pour la clôture, lorsque l'UTAC vient pour la certification, donc il y a quelqu'un qui s'y colle pendant 15 jours pour que l'UTAC ait un correspondant, quoi. Après, ça fonctionne, quoi. On a peut-être la clé du système, c'est Cristal, donc vous avez peut-être évoqué le nom, c'est qu'on a un système qui est. Moi, je pense, mais je ne vous demande pas d'adhérer à ça, parce que c'est sûrement faux, hein. Moi, j'y crois à mordicus, je suis sûr de ça, mais c'est ma vérité, donc je ne vous demande pas non plus d'adhérer à ma vérité, quoi. Je crois qu'il y a 7 éléments qui font que la performance individuelle est forte. Quand un collectif intègre ces 7 éléments-là, premier élément, alors c'est Cristal anagramme, hein, Cristal, je pense qu'une entreprise est performante si c'est convivial, si ça a plaisir à aller au travail. Je pense qu'une entreprise est performante si c'est rigoureux, soit on a décidé, on le fait et on mesure bien qu'on l'a fait. Je pense qu'une entreprise est performante ou est impliquée si chacun est impliqué lui-même du matin au soir. Il sait ce qu'il a envie de le faire, il le fait, etc. Une entreprise est performante si elle simplifie. En fait, si tu ne simplifies pas, tu compliques. Et je pense que souvent, plus tu as des bacs plus 5, plus tu compliques. Ça paraît tout bête, ça, mais c'est fou, ça. Simplifier, c'est un art. Simplifier, c'est chiant. Simplifier, c'est le talent des bacs moins 10. Imaginons que vous ayez une affiche à poser. Vous avez donné à 2 personnes un bac plus 5, plus 10, si vous voulez, ouais, qui mesure 1,90 m. Et un bac moins 10 qui mesure 1,90 m. Vous donnez une punaise et l'affiche à coller. Qu'est-ce qui va se passer? Le bac plus 5, à tous les coups, il va la coller à sa hauteur, à 1,90 m, comme ça pour lui. Il la voit bien. Un bac moins 10, il se dira, moi je suis grand, pour eux, il vaut mieux que je sois plus bas parce qu'ils sont plus petits que moi. Penser à l'autre, c'est un talent humain. Penser à soi, c'est autre chose. Simplifier, c'est important. Simplifier, tout simplifier. Simplifier pour le client, simplifier pour l'opérateur, simplifier pour l'administration, simplifier, ou tout simplifier, quoi. Simplifier la communication. Le T, le cristal, c'est tous ensemble. Être solidaire face à une difficulté. C'est qu'en fin de compte, c'est pas un tel qui le fait, tout le monde est solidaire, quoi. Et le A, c'est le talent de la plus 5, c'est l'amélioration. Améliorer sans cesse ce que l'on fait, quoi. Il faut améliorer, quoi. C'est ça qu'on a mis simplifier pour contrecarrer améliorer, quoi. Parce que améliorer,
il faut pouvoir améliorer et aussi simultanément engager un processus de simplification. Je ne sais pas si vous voyez. C'est fabuleux, ça. Et le L, c'est longévité. Une boîte est performante si les gens pensent qu'elle a de l'avenir, que le village a de l'avenir. S'il n'y a pas d'avenir, c'est la longévité quasiment nulle, les gens vont ailleurs, quoi. Alors nous, ceci, ça se présente sous forme un diagramme de radar, où les gens mesurent toutes les semaines, quand ils veulent. Est-ce que cette semaine, comme j'ai dit, de 0 à 10, on allait à combien? Bon, on a été à 8. Rigueur, on a été à 5, parce qu'un tel, on n'a pas respecté ça, ok. Implication a été à 9, etc. Et il mesure cela. Et ensuite, on choisit un axe, un des 7 axes, convivialité, rigueur, implication, simplification, tous ensemble, amélioration et longévité. Et on se dit, on va poser des problèmes pour que si en rigueur on était à 5, on veut passer à 9 en rigueur, quel problème il faudrait solutionner pour passer à 9. Et donc tout le monde s'y colle et met des post-it de problèmes. Et puis c'est à partir de là. C'est une machine incessante. C'est une machine qui s'auto-alimente comme cela, où tout le monde est invité à chaque instant à poser des problèmes dans un entonnoir, sur des axes donnés, et qui font que derrière, la qualité, elle arrive, tout arrive. Parce que ça, c'est irrationnel. Ce que je mesure là, moi, la connectivité, c'est irrationnel. La rigueur, c'est un sentiment. L'implication, c'est un sentiment. C'est pas la raison, ça. C'est irrationnel, ça. Et je crois que quelque part, on pense que l'homme est raison, je crois que l'homme est irrationnel. Je pense que quelque part, l'humain est porté par l'envie, donner envie. C'est comme ça qu'on manage les gens, c'est pas autrement, quoi. C'est l'amour, l'amour qu'on donne au système, l'amour qu'on donne aux gens, c'est l'envie qu'on leur donne, quoi. C'est ça le principe. J'ai deux questions. En fait, comment vous gérez les OS, quelque part, les organisations syndicales, parce que vous ne devez pas leur donner de raison de vivre, du coup, et comment vous gérez le recrutement pour pas vous planter sur les gens qui rentrent dans ce système-là? Bien. Alors, concernant les organisations syndicales, on les gère comme tout le monde, excepté que, comme tous les problèmes sont émis dans les villages et traités par les villages, on a peu de choses en PP et en CE, quoi. On a aussi un principe de mesure, on a aussi un principe d'écoute, c'est qu'en fin de compte, moi j'aime écouter. Je suis quelqu'un qui, durant ma vie professionnelle, a peu parlé, et je crois que c'est... Tu parles quand tu sais ce que tu peux dire, quoi. Mais tu as tout à apprendre en écoutant, quoi. Et je pense que gérer le syndical, c'est sûrement d'abord écouter. Ça les gêne terriblement. Ça les gêne parce qu'elles aimeraient avoir des réponses, quoi. Mais moi, je n'ai pas de réponse. D'abord, il faut que je comprenne le problème, comprenne ce qu'est la question. Et après, on verra. On prendra du temps. Donc, on est chiant pour ça. Et puis, je crois aussi que les syndicalistes, on le fait nous-mêmes. C'est nous qui le faisons, quoi. C'est pas un hasard. Concernant le recrutement, on est amoureux d'une matrice qui s'appelle P égale MCC. P égale MCC, c'est que nous sommes en quête tout le temps de trouver des gens performants. Performants. Beaucoup d'entreprises cherchent des gens compétents et on a même mis en place des bilans de compétences, etc. Je trouve ça d'une crasse pas possible entre nous. Même si certains en vivent, mais je trouve ça pas bien, pas normal, je comprends pas. Donc moi je pense que P égale MCC, que la performance est égale à la motivation, avoir une bonne motivation permanente, durable, avoir un comportement adapté à l'entreprise et avoir des compétences attendues. Les compétences, c'est ce qui s'acquiert le plus facilement, où on peut les compenser par des tiers. Les compétences, c'est le plus simple. Ce qui est important, c'est le comportement et la motivation. Or, le comportement, chez nous, on aime à dire, à rendre explicite ce qui est implicite. Et que on ne vous entendrait pas chez nous dire quelque chose, ça c'est normal qu'on fasse ça comme ça. Non, on dira le comportement attendu. Par exemple, dans les villages, vous avez les feuilles de route, enfin les villages mettent leurs règles d'or. Par exemple, vous verrez dans presque tous les villages se dire bonjour tous les matins. Ça c'est la loi 1. Celui qui rentre dans l'entreprise, qui va dans un village, s'il commence à jouer le fier, j'ai rien à foutre, je suis mauvaise humeur, je dis bonjour à personne, il fait ça 2 jours, 3 jours, après ça, on dira à la DRH, il y a un colis qui t'attend. On n'en veut plus. En fin de compte, c'est rendre explicite ce qui est implicite. C'est toujours expliquer voilà, ce qu'on veut. Pourquoi on veut cela, quoi. Pourquoi on veut que... On ne peut pas travailler ensemble si on ne s'aime pas, si on ne s'écoute pas, quoi.
Chez nous, à toutes les réunions, alors pour revenir comme à C égale MCP à MCC, on va mesurer ce comportement-là et on va expliquer aux gens, quoi. On va essayer d'identifier les motivations, quoi, les vraies motivations, est-ce qu'elles sont durables ou pas, quoi. Mais on ira toujours P égale MCC, ça c'est notre étoile, quoi. Comment se transpose votre politique sur le plan financier en termes de résultats d'entreprise, en termes d'affectation des résultats, par rapport à d'autres entreprises du même secteur d'activité? Je pense qu'en termes de résultats, d'une part, nous sommes encore sur une base associative, même si les usines sont gérées par DSA et SARL. Donc le capital appartient à la SOS. Nos résultats, le principe que nous avons pour la rémunération, par exemple, la rémunération, je vais en parler parce que c'est un élément important comme de base, mais pour répondre aussi à la question, la convention collective de la métallurgie, c'est celle qui est la convention que nous utilisons. Nous avons aussi la chance dans le département, enfin, Ille-et-Vilaine et Morbihan se sont associés pour faire ils appellent ça, une étude exhaustive des salaires des salariés de tous les gens de la métallurgie. Donc on connaît tous les salaires, un coefficient 283. On sait qu'il y a 10 entreprises qui payent à ce niveau-là, et on sait qu'il y a 10 entreprises qui payent à ce niveau-là. Chez nous, on a toujours dit depuis 76 salariés, jamais vous ne serez payé dans les 50 moins 10 ans du département. Et jamais vous ne serez payé dans les 20% supérieurs. En fin de compte, les salaires sont des salaires départementaux entre 20% et 50%. Ça, c'est la base. Si tu veux gagner plus, tu vas ailleurs. Possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de scotcher les gens, quoi. Il faut les laisser vivre. L'autre point, concernant l'intéressement, jusqu'à 4% du résultat, les résultats restent dans l'entreprise. 100% en retour nouveau. Au-delà de 4%, si imaginons qu'on est à 6%, il y aura 50% du dépassement de 4% qui va aux salariés et 50% qui va à l'entreprise. Donc 6%, on aura 1% qui va aux salariés et 4 et 5% qui reste à l'entreprise. L'intéressement est identique pour tous les salariés, que ce soit intérimaire, que ce soit délégueur général, c'est le même intéressement, c'est au temps de présence. Les 4 ont la gueule. Mais je ne suis pas convaincu qu'ils méritent plus. Ils sont déjà différenciés par leur salaire, donc le produit du travail est un produit du travail qui est collectif et partagé par le collectif, quoi. Voilà, ça c'est ensuite, alors, est-ce qu'il y a d'autres sens à la question? Autant de présence, ça veut dire... Temps de présence. Oui, dans l'année. Oui, temps de présence dans l'année, quoi. Celui qui a été malade pendant 6 mois, il n'y a que 6 mois qui comptent. Donc, quand on fait le total des temps de présence dans la boîte sur l'année, on divise la masse, et ça fait à chacun alors 1 000 € ou 800 €, tout ça. Qui c'est qui gère l'évolution des salariés et les augmentations? Alors là, c'est un point qui est négocié au niveau de l'entreprise. Déjà, on a une enveloppe, on fait une augmentation générale à un certain niveau qui est quasiment identique à l'augmentation générale de la métallurgie. En fait, on ne s'embête pas, on est un peu feignant. On prend, le département décide de faire tant, je ne sais pas, 1,7%, on prendra un 7% ou un 3% suivant les années, on prend ça. Ensuite, il y a une enveloppe d'augmentation individuelle qui est installée. Cette enveloppe-là est discutée un peu partout par des petits comités. Et cette enveloppe-là, d'une part, on a des règles aussi, c'est qu'on n'augmentera jamais quelqu'un de plus de 9%. Donc ça c'est clair, quelqu'un ne va pas demander plus important. Parce qu'on n'a pas envie de générer chez lui le fait d'avoir été sous-payé pendant plusieurs années, quoi. Je sais pas si vous voyez, imagine notamment quelqu'un de 15%, ils vont baiser la gueule pendant 10 ans, mais non, il est 15%. Quoi. On ne veut pas se sentir coupable. Et on augmentera toujours les gens de plus de 3%. 3 ou 4%, je ne sais plus, j'ai 3, qui est le minimum. C'est quoi faut que ce soit sensible, quoi. Faut que ce soit. Donc c'est c'est 4%, je crois, entre 4% et 9%. Donc c'est en fonction de discussions, mais c'est pas lié.
comment que c'est fait, ça. Est-ce que ces règles d'augmentation générale s'appliquent à l'ensemble des salariés? Ouais. C'est là, hein? Ouais. Comme au cadre. Au cadre également, oui. Ouais. L'augmentation générale, elle est générale. Ouais. Il y a pas mal d'entreprises où l'augmentation générale n'est pas forcément générale. Ouais. C'est pas entièrement vrai ce que je dis parce que j'ai souvenir qu'une année on a fait, on avait augmenté et on a mis une somme pour les cadres, non pas un pourcentage mais une somme. Un ou 2 ans. Enfin, c'est général, quand c'est faible c'est général et quand c'est plus important c'est plus. Ouais. C'est ciblé. C'est plus ciblé quoi. Ouais. Sur votre système de remontée des problèmes, est-ce que c'est lié aussi à une reconnaissance ou à une rétribution aux salariés? Non, pas du tout. Il n'y a pas un centime de plus. Le pilote du village, il n'y a pas un centime de plus qu'un membre du village. Il est pilote du village pendant 2 ans, au bout de 2 ans, ça tourne. Et puis, il n'y a pas un centime. Je ne crois pas. En fait, ma conviction forte, c'est que le salarié attend quelque chose d'équitable, qui est entre sa contribution et sa rémunération. Mais sa rémunération, je ne crois pas au salaire. Je ne pense pas que le salaire soit un élément de motivation. Je suis convaincu que le salaire est un élément de démotivation. C'est-à-dire que s'il est insuffisant au regard pour la personne, il peut dire « je suis démotivé parce que je n'ai pas le salaire que je devrais avoir ». Mais si tu mets plus à la personne, et beaucoup plus à la personne, ça peut aussi démotiver. Je ne vous le dirai pas. Mais j'ai envie de vous le dire quand même. J'ai fait l'expérience parce que quelqu'un m'a emmerdé un jour. Et bon, je vais vous le dire un petit peu, la prescription. Un délégué syndical, un débrayage, parce que on ne respectait pas le salaire minimum pour les gens ayant un BTS. Bon. Et les gens se sont dit, avec Elinaire, il vaut mieux poser un acte que de discuter. Donc on pose un acte, on débraye, et puis à 14h, on voit ça, donc à 15h, j'ai dit, c'est con, faut qu'on fasse, c'est pas légal, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite, on fait quelque chose tout de suite. Et le délégué syndical qui n'était pas concerné me dit, bah, moi j'ai aussi un BTS. Moi je connais son parcours par cœur. Il y a un BTS, j'ai mis là-dessus. J'ai souvenir aussi qu'il m'avait demandé une indemnité de cité commerciale pour ses déplacements. Je ne sais plus combien il m'a demandé. C'est il y a 2 ans, 3 ans. Je lui ai mis une bonne couche. Il m'avait demandé encore quelque chose, ça fait un temps, 1 an ou 2 ans avant. Il voulait de l'argent aussi. Et là, j'en ai profité pour lui mettre de l'argent. Ce qui fait que son salaire a été augmenté quasiment de 35%. Ce qui s'est passé, qui n'aurait jamais dû se passer, c'est que son bulletin de salaire est resté chez la photocopieuse. Et là, les collègues n'ont pas apprécié que lui ait eu une augmentation de 35%. Quoi. Donc, il est parti assez rapidement. Et là, tu t'aperçois que un salaire, c'est piégeant. Quoi. Un salaire, c'est piégeant. Enfin, il ne faut pas non plus être con. Quoi. Si on veut t'emmerder, si on veut tricher, mentir, pourquoi non pas, je ne suis pas fier de ça. Mais je suis convaincu, j'ai appris par cette opération-là, que les gens avaient cherché de la reconnaissance, cherché face à une contribution, ils cherchaient une rémunération. Celle-ci était dans la reconnaissance, celle-ci était dans la participation, dans la collaboration, celle-ci était dans plein de choses, dans le projet personnel. Chez nous, on fait par exemple, tous les ans, tous les 3 ans, 4 ans, on auditionne tous les salariés sur des choses invraisemblables. À quelle heure, comment tu dors la nuit, à quelle heure tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, etc. Enfin, plein de choses. Quel est ton rêve d'enfance, plein de trucs. Qu'est-ce que c'est probablement? Il y a une partie anonyme et il y a une partie qui est publique, s'ils le souhaitent. On a beaucoup de personnes qui font leur rêve personnel. Quoi. Il y a plusieurs, j'en ai un dernier en tête, là, avec Gwen Kemener. Son rêve de tout petit, c'est de faire tout le monde en vélo. Donc on a organisé pour qu'il puisse faire tout le monde en vélo. Il a pris 6 mois de congé. En fin de compte, il a pris des congés payés d'été de 15 jours. C'est illégal. On s'en fout. Les syndicats ont dit, bah oui, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de faire son rêve? C'est pas possible. Bon, bah c'est illégal, on s'en fout, on est convaincu qu'il l'a fait. Et d'autres ont traversé l'Atlantique en
en solitaire, d'autres voulaient apprendre à nager parce qu'ils étaient difformes, ils avaient un corps qui était un peu honte de leur corps. Et puis on s'est démerdé pour pouvoir apprendre à nager. On a trouvé un prof de gym qui était en retraite qui a dit moi je connais pas trop la piscine, je peux trouver un quart d'heure toutes les semaines, il n'y a personne à la piscine, j'ai avec elle, je vais apprendre à nager, et puis après on verra. Quoi. Une personne, son rêve, c'est d'avoir un appartement adapté. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait son rêve. Comment on fait ça? C'est compliqué. On a invité en janvier, vers le 20 janvier, je crois bien, on a invité les maires des communes concernées à visiter l'entreprise et à boire le champagne. Alors un maire, tu l'invites à boire le champagne, il vient. Servi champagne par qui? Par les gens de la commune qui cherchent un logement. Un maire, quand il a un verre de champagne à la main, tu lui poses une question, il répond quoi? Il répond oui. Mais chez nous, quand tu réponds oui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au tableau et tu signes ton engagement. Monsieur le maire, pourquoi il va avoir un logement adapté? Pour telle date, vous signez une photo, etc. Bravo, monsieur le maire. 60 maires passent à la trappe. Bon, à la fin, ça fait quand même 80% de résultats. Ça n'a rien coûté que l'apéro. Mais les gens ont un logement adapté. Enfin, non, que dire? C'est que quelque part, on s'intéresse beaucoup aux gens. Ils sont au cœur du système. C'est-à-dire que dans ce qu'on fait, quand on a la contribution et rémunération, il y a aussi cet ensemble-là. Et je crois que les salaires, ceux qui pensent que le salaire est l'élément essentiel de la rétribution de la personne, se trompent un petit peu. Je crois que quelque part, je dis bien, le salaire, ça peut démotiver quelqu'un qui pense qu'il n'est pas assez bien payé. Et dans ce cas-là, il faut faire gaffe. Mais une fois qu'il pense qu'il est payé correctement, ce qu'il a besoin, c'est d'une reconnaissance, c'est une appartenance, c'est être écouté, être respecté, attendu. C'est aussi quelque part quelque chose où dans l'entreprise, je ne vous l'ai pas dit, mais je voulais maintenant. Certains connaissent un petit peu la transactionnelle, la transactionnelle ou pas? Oui. Bon, c'est le principe qu'on a un langage, une relation parent-enfant, une relation où on est formé tout petit à avoir des parents et à entendre la voix de maman ou de papa quand il est content, pas content, la tonalité, content, pas content. Et puis donc, quelque part, on développe des comportements, des postures de petit enfant. Il paraît même, certains, quand ils sont mariés, ça continue après. Mais ça, c'est sûrement pas vrai, ça. C'est sûrement pas vrai. Enfin, les femmes aiment ça. Et de l'autre côté, donc, quand on prend relation parent-enfant, il y a aussi une relation qui est adulte-adulte. Et nous, peut-être par mon métier de base, je ne développe qu'avec les gens qu'avec la relation d'adulte-adulte, donc pas de parent-enfant. Souvent, quand tu as un chef, le chef va parler et va faire écho chez la personne comme si les parents parlaient. Et ils vont commencer à réfléchir comme des enfants, dépendants des parents, etc. Et je crois que plus vous mettez le chef, plus vous prenez le risque d'avoir des gens qui se rapetissent et deviennent enfants. Et plus vous maintenez un discours d'adulte à adulte, où tout peut se dire, s'écouter, ça fonctionne bien mieux. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel j'ai vécu, moi, ça a toujours été un labeur important que d'apprendre à l'autre à parler d'adulte à adulte. Évidemment, tu lui parles comme à un enfant. Ou tu lui parles. Ou tu le prends pour tes parents. Ça ne va pas le faire, ça. Vous avez dit que vous aviez des relations pas tellement écrites, formalisées, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'écrivaient pas écrites. Mais vous avez dit aussi que vous aviez les certifications, les habilitations. Pour la plupart de ces spécifications et certifications, les ISO, tout le bazar nécessite quand même beaucoup de documentation. Comment vous conciliez les deux? On n'écrit que ce qu'on fait. On n'écrit jamais que ce qu'on fait. L'UTAC, si un jour, l'UTAC c'est une législation, si on téléphone à l'UTAC, téléphonez-leur pour voir. Ils vous diront une chose qui, moi je ne savais pas. On me dit, un jour Jean-Michel téléphone à l'UTAC pour qu'ils viennent certifier l'usine à Touche-Dizon. C'est une usine qui fait 15 mètres carrés, qui employait à l'époque 150 personnes, dont 80 nouveaux, 70 anciens, 80 nouveaux. On l'ouvre le 3 septembre 2004, on l'ouvre. Vers le 4-5 jours après, les collègues me disent, Jean-Michel, téléphone à l'UTAC pour qu'ils viennent certifier. Je téléphone à l'UTAC, je me fais ramasser.
Ils me disent, c'est impossible, il faut 1 an, 2 ans de fonctionnement, un CMRD, le historique, pour pouvoir certifier l'entreprise. On est certifié ailleurs. Hein. Je dis, non, moi, j'y peux rien, c'est les salariés qui veulent être certifiés. Elle me reçoit son discours en me disant, non, bah, c'est impossible. Je dis, écoutez, moi, j'y peux rien, les certifiés va m'aider parce que les gens le veulent. Il me dit, mais ça va vous coûter 2 ingénieurs pendant 1 semaine, et vous ne serez pas certifié, c'est impossible. J'ai encore insisté, et à la fin, il me dit, écoutez, bon, monsieur ok. Bon. Et je reçois un coup de fil, 15 jours après, un lundi matin, j'ai 2, dont une qui s'appelait Jacqueline est son prénom, qui arrive tout pâle, tout vert dans mon bureau, monsieur Guiner, voilà, on vient de l'UTAC, on a une mission, et on vous informe d'emblée que la mission a mal se passer, parce que c'est impossible de certifier, et par contre, vous allez facturer. Je dis, moi j'y peux rien, c'est les salariés qui veulent. Donc vous faites votre boulot, on me dit, ouais, mais c'est impossible. J'y peux rien. Et je vais aller faire un tour, aller voir dans l'usine. Donc ils allaient faire un tour. À 11h30, ils reviennent me voir. Ah, ils avaient quasiment la chiasse. Ils me disent, on ne comprend pas. L'ensemble des boucles sont en place. Tout semble tourner correctement. C'est certifiable. Alors, je dis, moi j'y peux rien, moi c'est les salariés. Comment ils font, je ne sais pas. Et c'est excepté que c'est une culture, quoi. Les gens sont... Et pourtant, avec des nouveaux, quoi. Mais on n'a pas de système, on n'a pas, comment vous dire, on n'a pas des sachants qui font ça. Ça rentre dans la formation de base de la personne, quoi. D'écrire. Et l'action, chez nous, cristal, ça paraît tout bête. Simplifier. Poser des problèmes tous les jours, ça vous amène à un niveau de qualité, à un niveau d'organisation. Après ça, il faut écrire. Donc, on a quelqu'un qui va écrire, et on a ce qu'on appelle le manuel Cristal. Cristal, c'est notre manuel. Enfin, on n'a pas un système de certification particulier. Tout est dans notre modèle de fonctionnement Cristal. Il sert à tout. Et tout est dedans. Y compris le recrutement, bien sûr, y compris tous ces éléments-là. Parce que vous expliquez, par exemple, que vous avez une logique de processus. Oui. L'enchaînement, les gens savent ce que va devenir ce qu'ils ont fait, quelles sont les étapes suivantes, ainsi de suite. Ça, c'est parfait au niveau du concept. Mais normalement, je ne sais pas, par exemple, au ISO 9000, ces process doivent être documentés. Oui. Moi, les auditeurs que j'ai vus sur le sujet, avant d'aller voir dans les ateliers où comment ça se passait, ils demandaient des documents. Oui, ils sont faits, les documents sont faits. Les gens les documentent. Ils sont faits, les documents sont faits, et ensuite ils sont faits remis à jour suivant tous les trimestres, suivant tous les 6 mois, suivant le type de process que l'on a, parce qu'il n'enrichit pas les problèmes, quoi. Mais donc c'est écrit en base, c'est retransmis, et ça fonctionne dans tous les villages, quoi. C'est nourri à chaque instant, quoi. On n'a pas un système mort, quoi. On n'a pas un système, comment dire, quand j'ai comparé ça à d'autres boîtes, où ils ont un système qui appartient un petit peu à un service de qualité, quoi. Et là, vous avez les armoires avec tous les documents, quoi. Nous, dans tous les villages, vous avez l'ensemble des processus qui sont installés, quoi, qui sont connus par quelqu'un qui sait lire et écrire, etc. Le problème de certains, c'est qu'ils ont de bons processus qui sont écrits, bien classés dans les armoires, et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les faire suivre par les équipes. Nous, c'est l'inverse. Ce qui pose un problème, vous, c'est l'inverse. Ouais. Nous, on écrit que ce qu'on fait. C'est pas, vous avez des écrits là-dessus. On explicite tout. J'ai pas retenu votre système Cristal, il a été mis en place il y a combien de temps, et depuis sa mise en place, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il s'adapte, est-ce que vous l'enrichissez? Il a été formalisé, c'est Bernard Collignon qui l'a formalisé, parce qu'on avait tout, on avait Cristal, excepté que ça ne faisait pas Cristal, parce que c'était l'esprit d'équipe qu'on mettait en place. Nous avons un autre mot bizarre. Et c'est Bernard qui a dit, mais l'esprit d'équipe, ça veut dire tous ensemble, quoi. Tous ensemble, c'est syndicaliste, un peu con, je sais pas là. Elle dit, bah oui, mais c'est des Cristal, mais non, si tu prends un, c'est des comme ça, enfin, le mot Cristal, tout était en place auparavant. C'est comme, moi, j'ai jamais eu de cesse que de mesurer si les gens étaient heureux au travail, quoi. Heureux à venir au travail, avaient envie de venir. Que c'était rigoureux. Lorsque vous êtes éducateur dans la rue, vous avez affaire à des personnes qui ont des difficultés particulières, qui sont en réaction. Ce qu'on fait avec eux, parce que je trouve avec eux, c'est le contrat entre 4 yeux, quoi. Le gars que j'avais, avec qui j'avais émis, on passe un contrat. Et là-dessus, c'est un contrat qui est sans concession. Je ne suis pas de ceux qui donnent un avertissement, quoi. Moi, c'est le contrat est rompu. Il y a peu de contrats, mais ils sont clairement observés, quoi. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, on est plus ou moins tolérant, quoi. Moi, je ne suis pas tolérant du tout. Il y a peu de règles, mais ces règles-là sont
absolument appliquer, quoi. Dans... Je ne sais pas si je réponds à la question, pas entièrement. Non, la question c'était effectivement depuis combien de temps ce Alors, donc c'est 96, je crois que cristal est formalisé sous forme de cristal, mais la mesure elle est faite depuis très longtemps, hein, depuis 76, 77, 78. Quoi. Mais l'automesure, c'est les gens qui disent, c'est eux qui mesurent. Quoi. Je ne pense pas qu'il y ait de progrès possible, c'est pas de mesure. Mais on mesurer l'irrationnel, mesurer, est-ce qu'on est bien ensemble? Ouais, tu mets combien? Tu mets 8, tu mets 4, tu mets 3, ouais. Est-ce qu'on est vraiment rigoureux? Qu'est-ce qu'on a simplifié cette semaine? Bon, rien, tu mets 0. Il faut qu'on s'y colle quand même, il faut qu'on simplifie quelque chose, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a plein de choses à simplifier. Cette mesure-là amène, elle seule, amène le résultat derrière, économique, qualité, etc. C'est une mécanique qui amène ce résultat-là. Si tu parles, oui, je vois que si tu travailles, alors, moi je travaille toujours avec tout ce qui est tripal, quoi. Si tu en rends compte, je pense que chez nous on rêve beaucoup. Parce que je crois que la raison parle d'objectifs, mais le corps humain, irrationnel, peut penser au rêve. Quoi. Et souvent, avec les collègues, on dit, imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait faire ça, on rêve ça, on va le faire, on va se le faire, on y va. Quoi. Bon, et c'est comme ça que ça part. Quoi. On n'est pas sur un système porté par la souffrance, par la mécanique. C'est porté par l'envie, quoi. L'envie partagée, quoi. La dernière question. Pardon. Est-ce que ces moments d'échange sur les problèmes sont formalisés ou bien est-ce que ça se fait au fil de l'eau comme ça? Chaque salarié tous les villages s'arrêtent de produire une demi-heure par semaine. Autour, donc, il y a une table de village, un octogone, avec des tabourets en dessous. Les clients, quand ils viennent nous voir, ils viennent toujours dans le village, bien sûr. Les commerçants, dans un client, c'est dans le village, c'est pas dans un bureau. Et ils ont une demi-heure par semaine. Ça dure plutôt 25 minutes, parce qu'ils sont pressés de bosser. Quoi. Et là, on est dans la routine, on prend les problèmes, ils sont hiérarchisés, on choisit celui-là, et ensuite, plan d'action, qui le porte, à quel délai, etc. Enfin, le classique du jour. Quoi. Mais c'est toutes les semaines. Je ne pense pas qu'on puisse construire un collectif si on ne donne pas autant. Et cette demi-heure-là, même on est en flux synchrone. Hein. Donc on pourrait dire quand ils le font, alors qu'ils ont mais eux, ils se démerdent déjà. Je ne sais pas comment ils se démerdent, mais ils se démerdent. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est ça. Et donc vous dirigez sur la droite en sortant de... Station Monget, on se retrouve pour 9h à l'Iran Bayonnais. On va le temps de...